Bonjour, bonjour à tous. Merci Juan Francisco Ferré d'avoir accepté cette invitation. On va essayer de parler plus fort que les nombreux manifestants qui nous entourent. Hors normes, cynique, disjoncté, brillant, destructeur et terriblement critique, les termes ne manquent pas pour qualifier l'œuvre difficilement classable. Il est vrai que vous signez Juan Francisco Ferré. Les lecteurs français ont pu découvrir vos critiques virulentes de nos sociétés occidentales au sens le plus large, dans La Fête de l'âne, dans Providence et dernièrement dans Carnaval. On va parler durant l'heure que nous allons passer ensemble de vos titres, de votre regard également sur plusieurs situations, si bien actuellement en Europe qu'aux États-Unis peut-être, et en Espagne en particulier. Un mot tout de même pour commencer sur Carnaval, c'est donc le dernier livre que l'on peut lire en français sous votre signature. Carnaval avec un K. K comme le dieu K, c'est votre héros ou votre anti-héros, vous allez nous dire si vous faites une différence. C'est aussi DK, le nom de votre héros. Hasard ou coïncidence, il est directeur du FMI, comme le fut un certain DSK. En quoi cette affaire vous a inspiré, ou en tout cas suffisamment marqué pour qu'elle puisse être l'une des trames centrales de Carnaval? Oui. Bonjour à tous, merci pour être ici dans une après-midi si chaleureuse dans tous les sens, même idéologique. Oui, c'est un roman, il y a 4 ans que je l'écris, donc il y a une certaine distance par rapport à lui. C'est fondamentalement un roman sur le monde contemporain et la folie du monde contemporain. Et l'affaire DSK, c'est comme le trou, si vous voulez, le trou de verre par lequel je rentre comme romancier pour prendre la folie du monde contemporain. Donc c'est un livre fou dans un sens, mais c'est un livre à la fois qui essaye d'être fidèle à la réalité qu'on connaît dans les médias, dans nos vies évidemment, et dans ce sens c'est un livre réaliste. Je prétends faire une espèce de réflexion sur le monde contemporain qui soit à la fois carnavalesque, comme dit le titre, et à la fois critique avec ce monde. Pas critique dans un sens moral, je m'efforce beaucoup de fois pour l'expliquer. C'est pas le sens moral qui m'intéresse, mais c'est le sens du carnavalesque comme quelque chose qui dépasse toutes les catégories, toutes les limites et les transcende. Il va au-delà de toute notre forme de pensée, de toutes les limitations qu'on a normalement dans la fiction et dans la narration. Dans ce sens, c'est un roman total. Ce qui est intéressant à vous lire, Juan Francisco Ferré, c'est aussi si vous êtes particulièrement critique et virulent dans certaines de vos critiques face à notre monde contemporain, vous ne semblez pas désabusé pour autant. Ah non, moi j'aime beaucoup mon temps, j'aime beaucoup la vie, j'aime beaucoup le monde, les choses bonnes de ce monde, parce qu'on habite un monde où il y a beaucoup de choses qui sont vraiment valent la peine, et donc c'est bien, mais il y a aussi des choses que je pense qu'à la fin sont une espèce de éternel retour de toujours les mêmes choses, non? Je crois qu'à la fin l'humanité n'avance pas, parce qu'à la fin, toujours, il y a une espèce de boucle, une espèce d'éternel retour, vicieux, si vous voulez, un cercle vicieux. Et l'humanité n'arrive pas à le finir, on n'arrive pas à sortir de là. Et ça se répète dans toute l'histoire, si vous repassez depuis le début jusqu'à maintenant. Et maintenant, je pense qu'on est dans un autre boucle, une espèce de cercle vicieux où la machine est à l'horizon. Vraiment, les humains, on ne sait pas quoi faire très bien, mais on voit un horizon qui est pleinement machinique. Et je pense que dans ce sens, mon roman aussi prend compte de ça. Et il essaye de décrire dans quel cercle vicieux on habite et qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de lui, ou pour essayer de sortir de lui. Mais tout aussi en le prenant, si vous voulez, comme une blague. C'est pas sérieux, c'est comique plutôt. Il y a la machine, mais il y a également le marché financier qui est l'une de vos cibles favorites, si je puis dire. Oui, mais parce que c'est très comique. Comment les humains, on a fait de l'argent, de la finance, de ce monde financier, économique, le pouvoir le plus, si vous voulez, le plus fort de notre monde. Et pour moi, c'est comique, c'est pas sérieux, ça ne peut pas être sérieux, parce que c'est pas normal que nous, on a construit une économie comme celle-là, on l'a construit et on ne peut pas la dominer. C'est comme Frankenstein, comme le monstre de Frankenstein. On construit un monstre, et puis après le monstre, il a sa propre vie, il est autonome, et on ne peut pas, dans ce sens, le contrôler ni le gestionner. Et pour moi, c'est si vous voulez, c'est un roman de terreur, mais c'est aussi un roman pleinement comique, dans le sens carnavalesque,
que j'entends les choses. On retrouve des mêmes thèmes, la luxure, la toute-puissance de l'argent dans Providence, également, à travers un autre biais qui est celui du cinéma hollywoodien aussi. Alex est le héros, ou l'anti-héros, encore une fois, de Providence. C'est une sorte de road movie, de road trip à travers les États-Unis. Il va faire beaucoup de rencontres, pas toujours heureuses d'ailleurs pour lui en tout cas. Et est-ce que le cinéma américain, Juan Francisco Ferré, le cinéma hollywoodien plus précisément, que vous connaissez bien également, représente un autre visage du monde qui ne vous conviendrait peut-être pas tant que ça? Oui, beaucoup de fois, je discute avec des amis qui sont des théoriciens de la politique et des théoriciens de l'économie sur les bases sur lesquelles fonctionne ce système, cette société. Et finalement, ce n'est pas une base, si vous voulez, logique, rationnelle, formelle, c'est une logique mythologique. C'est une espèce de mythologie constamment associée à nos formes de vie. Et cette mythologie vient du cinéma en premier rang, de la télévision évidemment, de la publicité en général. La publicité nous donne un idéal de vie. Et dans ce sens, je pensais quand j'ai fait Providence, mais aussi dans Carnaval, que je ne pouvais pas parler du monde contemporain, de la technologie, de la politique, de l'économie, etc., sans rentrer dans les mythes qui sont les fondations vraiment de ce système, de ce monde. Et cette mythologie, parfois, vient du cinéma, et mon Providence parle surtout de l'impact du cinéma américain dans le cerveau d'un Européen, d'un jeune Européen qui veut être cinéaste, et dans ce sens, il veut rentrer aussi dans la machine à produire des mythes, que c'est le cinéma américain, mais à la fois, il n'arrive pas à faire son film parce qu'il est déjà dans le film. C'est ça, si vous voulez, le jeu du roman, c'est qu'à la fin, le lecteur découvre que ce film qu'on doit faire, qui s'intitule Providence, finalement, c'est le film, c'est pas le film, c'est la réalité qu'il a vécue, c'était déjà filmique, déjà, dans ce sens, un mythe. Providence, c'est aussi le nom d'une ville moyenne, ouais. Le nom d'une ville fondée, comme on en voit de temps en temps aux États-Unis, par un groupe de fanatiques religieux. Et c'est dans cette ville où se trouvent des puritains purs et durs que règne une dépravation absolue également. Le péché côtoie cette pudeur religieuse. Ça représente quoi de faire cohabiter cela dans votre récit, dans Providence donc? Oui, moi j'habitais à Providence, c'est une ville très curieuse, c'est là-bas où il est né Lovecraft, l'écrivain Howard Phillips Lovecraft, très connu par ses romans d'horreur. Mais surtout, c'était pour moi une espèce de résumé de la vie américaine et de l'idée que l'Amérique a de soi-même. Providence, c'est un roman sur l'Amérique. Et sur l'Amérique vue par un Européen que, à la fois, il est complice, si vous voulez, de la mythologie des Américains, parce qu'il est complice, certes comme tous les Européens par ailleurs, depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est clair, et de la consommation, du cinéma, en général de la culture américaine. Mais, si vous voulez, il y a quelque chose dans le rapport entre un Européen et un Américain, et la culture américaine, quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas finalement. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est voir comment un Européen, finalement, pour Américain qui se croit dans sa culture, dans ses goûts, si vous voulez, ses rapports à la télévision, au cinéma, etc., finalement, quand il arrive à la réalité américaine, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'il ne reconnaît pas, qu'il n'aime pas. Et cette réalité, moi, je l'ai vécue surtout dans les années Bush, que si vous voulez, c'est les pires périodes de l'histoire américaine des dernières 20 ans. Et quand tu as vécu là-bas pendant l'ère Bush, pendant la Deuxième Guerre d'Irak, après le 11 septembre, tu vois dans quoi le mythe américain, c'est vraiment ça, c'est un mythe. Mais la réalité, elle est terrible à supporter. Mais il y avait aussi un paradoxe pour moi très grande. Le pays plus puritain, fondé par les puritains, à la fois c'est le pays qui produit plus de porno dans le monde. Et le thème du puritanisme et à la fois la pornographie, c'est un boucle aussi qui m'intéressait dans ce roman, le jouer avec lui. Mais il y a également beaucoup de voix aux États-Unis qui s'élèvent pour dénoncer ce système que vous dénoncez vous-même. Non, bon... il y en a quelques-unes en tout cas. Non, dans l'époque, il n'y avait pas beaucoup de résistance, surtout dans l'université, mais c'était minoritaire, comme toujours, presque tout. Aux États-Unis, c'est minoritaire quand c'est contre le système. Mais après, il est venu Obama. Et je pense qu'Obama, il a besoin de 20 ans pour vraiment rincer toute
la destruction que l'ère Bush a produit aux Américains. Non? Ce qui est intéressant en vous écoutant, Juan Francisco Ferré, c'est que vous disiez qu'il y a quand même, à l'ère de la mondialisation et de la globalisation, des différences encore d'appréciation, d'appréhension. Vous dites qu'un Européen du vieux continent reste tout de même étranger au Nouveau Monde. Est-ce que vous pouvez approfondir un peu cette idée? Oui, moi je suis un passionné de la géopolitique. Je suis un romancier, mais vraiment, pour moi, la géopolitique, c'est l'affaire essentielle. Et si vous regardez un map, vous verrez que vraiment, dans le sens pur du mot, le XXe siècle n'est pas européen, ne va pas être européen, ne veut pas être beaucoup plus longtemps américain. On va être dans des mains anonymes parfois, mais parfois aussi très notoires, mais sont asiatiques, arabes, etc. Mais pas vraiment On va dire que dans 50 ans, probablement, l'économie ne va pas être dans des mains raisonnables, comme on a pu connaître, mais dans des mains vraiment anonymes qui vont faire ce qu'ils vont vouloir. Dans ce sens, pour moi, la géopolitique me marque la différence comme romancier pour savoir que je ne dois pas faire des romans nationaux, des romans locaux, mais expandre mes fictions à partir d'un point pour les emmener dans tous les points possibles. Et si vous avez vu dans Providence, il y a une réflexion sur l'Amérique, l'Europe, mais aussi dans un sens les pays, France, Espagne, entre elles, dedans de l'Europe. Mais dans Carnaval, c'est encore plus vaste, parce que Carnaval, c'est le FMI, c'est DSK, c'est New York, c'est le monde, c'est le système global, etc. Non, c'est pas seulement la France et les États-Unis. Ce qui est intéressant aussi dans Carnaval, c'est que vous multipliez les narrateurs. Il y a différents narrateurs dans Carnaval. En quoi cela est utile pour vous, pour le coup écrivain, pour la trame de votre récit, pour l'élaboration de votre fiction, de multiplier ces voix, puisqu'on commence avec l'expert qui va prélever les traces d'ADN, ensuite on passe dans le corps de la femme de chambre, etc. Où voulez-vous en venir en multipliant ces points de vue? Oui, le roman a commencé à la base, c'était en face du lit, dans la chambre où s'est produit le scandale. Donc j'avais besoin d'avoir un regard qui soit un regard le plus distancié, le plus scientifique, le plus objectif possible. Et c'est pour ça que j'ai choisi le visage du policier scientifique. Il est là, il a un lit devant, il a une chambre autour, et puis il a des signes, des traces de quelque chose qui s'est passé, que ça fait scandale dans le monde. Mais dans ce moment où le roman commence, vraiment seulement on voit un regard et des signes d'un fait. Évidemment, on n'a pas la projection médiatique du fait. Donc, on commence au pied d'un lit. Je croyais commencer un roman au pied d'un lit et puis finir, comme je finis à Times Square, dans un espèce de sacrifice global pour l'économie. C'était vraiment l'ambition du roman, de partir du fait tout petit pour arriver vraiment à l'universel. Et dans ce sens, on ne pouvait pas, pour ainsi dire, faire ce voyage sans multiplier les voix, sans multiplier les points de vue, et sans jouer dans un sens avec ce que le carnaval nous enseigne, que c'est la pluralité du monde, la pluralité des points de vue, la pluralité des visions autour du monde. Et dans ce sens, c'est un roman carnavalesque au sein plein, parce que tu as le point de vue des personnages, mais tu as aussi le point de vue des médias, de la télévision, etc. Et leur rôle dans cette affaire est particulièrement important. Cette sorte de fascination, de curiosité morbide a joué un rôle vraiment central aussi dans cette affaire DSK. Oui, bien sûr, il avait l'aspect sexuel, érotique. Mais si vous voulez, l'aspect érotique ou sexuel du livre, dans mon intention, elle est diminuée en contraposition avec l'aspect plus humain, sentimental, politique, économique, etc., du personnage. Moi, j'étais conscient que je n'étais pas en train de créer un personnage de rien, je n'étais pas en train d'inventer un nouveau personnage, je savais que j'étais en train de voler un personnage aux médias. C'est un personnage déjà créé par les médias. Donc c'est un personnage déjà, pour ainsi dire, décrit, connu pour tout le monde. Donc j'avais l'obligation de transformer ce personnage médiatique dans un personnage littéraire. Et peut-être qu'on peut faire un parallèle audacieux, même si ça serait dans le sens inverse, avec Alex de Providence, qui, lui, signe quasiment un pacte faustien avec la grande Amérique et tous ces mythes qui finalement finiront par l'avaler. C'est une sorte de processus inverse.
Oui, dans mon roman Providence, il y a un pacte diabolique, un pacte faustien, parce que c'est un artiste qui comprend qu'en étant espagnol, européen, et finalement, pour ainsi dire, avec une tendance esthétique ou artistique minoritaire, il doit faire quelque chose pour arriver à avoir du succès. Et dans ce cas, il fait dans un hôtel de Marrakech une espèce de pacte avec un mystérieux personnage qu'on peut reconnaître comme un diable contemporain ou pas, ça dépend du lecteur. Il y a des lecteurs qui n'ont pas vu ça. Mais en tout cas, il fait un bizarre pacte avec lui pour avoir le succès. Et le succès, c'est pas seulement avoir du succès artistique, avoir du succès économique, mais c'est aussi, surtout dans le roman, comme vous avez vu, avoir du succès sexuel. Vous avez fait une distinction, en tout cas vous avez dit européen et espagnol. Espagnol-européen. Espagnol et européen, pardon. Quelle est la différence que vous établissez ? Bon, moi on est maintenant dans un... C'est très curieux parce que comme on est dans une manifestation que célèbre les langues ibériques, tout cela, vous savez que la péninsule ibérique, c'est un artifice vraiment géographique, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a deux pays, Portugal, du point de vue politique, c'est clair, c'est Portugal et l'Espagne, il n'y a pas plus. Et le reste, c'est si on reconnaît ou pas que derrière certaines langues, il y a une nation ou pas. C'est si simple que ça. Moi, je me considère quelqu'un qui est plus au-delà des nations. Et dans ce sens, je me considère un écrivain européen qui écrit en espagnol. Mais est-ce qu'être espagnol aujourd'hui, et écrivain espagnol en particulier... Je me considère européen et j'écris en espagnol. C'est une langue européenne, c'est pour moi aussi clair que ça. Peut-être un catalan vous dira je suis un écrivain européen et j'écris en catalan. Mais je ne crois pas, parce qu'eux, ils croient à la nation, moi non. Et l'Européen que vous êtes regarde de quelle façon l'Espagne de 2015 ? Bon, comme vous savez, parce que vous avez des news, des rapports très récents, la situation en Espagne est inverse à la situation en France. Moi, je ne comprends pas peut-être la française, je comprends l'espagnol beaucoup mieux. En Espagne, il a une espèce de fissure ouverte entre le pouvoir politique et les gens, de façon que les grands partis ne représentent pas à tout le monde, et ils ont apparu des mouvements de centre droite, centre gauche, mais aussi d'extrême gauche, qui ont pris l'émergence de la politique, ils ont convaincu beaucoup de gens que représentent plus fidèlement leurs intérêts. Et les grands partis, le PP et le PSOE en Espagne, vraiment, ils ont perdu tout. Le problème en France, pour moi, c'est pourquoi l'extrême droite, elle est si importante. J'arrive pas à comprendre, parce qu'en Espagne, l'extrême droite, elle est absorbée par le parti de la droite, là-bas, que c'est le PP. Mais en Espagne, entre Espagne et la France, il y a cette grande différence, probablement parce que vous êtes une démocratie déjà vieillie, la nôtre, elle est très jeune. Ces rencontres sont l'occasion de faire connaissance avec de jeunes auteurs espagnols ou portugais, différentes rencontres qui prouvent parfois des points communs, notamment sur la critique de la société espagnole d'aujourd'hui, critique sur sa violence, critique sur ses problèmes économiques, évidemment, de ces dernières années. Vous aussi, vous souhaiteriez, vous travaillez à un projet similaire en ce moment. Vous aimeriez écrire sur l'état de la société espagnole en ce début du XXIe siècle. Oui, mon nouveau roman, qui s'appelle Le Roi du jeu, qui sort en octobre, Anagrama, est un roman sur la situation espagnole après si vous voulez, après la défaite dans le mondial de football, après le changement de roi et surtout après l'émergence du mouvement Podemos. Donc c'est l'année 2014 et c'est une fantaisie, vraiment un thriller politique et à la fois délirant sur l'Espagne de 2014, qui est une forme de projeter l'Espagne de 2014 au futur. Non ? Alors avant de pouvoir le lire en français, on va peut-être pouvoir écouter par Marielle un extrait de Carnaval. Bonjour. Qui suis-je ? C'est une bonne question pour commencer. Moi-même, je n'en sais rien, mais peu importe. En tout cas, je ne suis pas des cas. Autant le savoir tout de suite pour éviter des confusions, ne pas créer de nouveaux malentendus. Car dans cette histoire, il y en aura à foison, c'est inévitable. Mais je n'y serai pas forcément mêlée. Moi ? Oui, moi qui vous parle.
moi sur qui vous vous questionnez. Je ne compte pas, moi. On peut bien se soucier de celui qui parle ici. Ce qui compte, l'essentiel, ce que tout le monde veut, c'est qu'il soit question de quelque chose d'intéressant si possible, qui ait un intérêt moral même. On commence à se connaître, on dirait. De qui il s'agit? La manière et le but ne comptent pas vraiment, bien que cette dernière question à la fin ait souvent son importance. Mais à ce stade-là, ce serait déjà trop tard. L'heure sera peut-être venue d'exiger qu'on vous rembourse. Détrompez-vous, il n'en sera rien. Bon, soyons sérieux. J'ai vécu de nombreuses vies. J'ai porté de nombreux noms. Tout au long de cette histoire, j'aurais beau adopter de multiples formes, vous me reconnaîtrez aussitôt. Ma voix fera office de mot de passe pour pénétrer dans le monde. Par conséquent, peu importe qui je suis ou qui je dis être. L'important maintenant étant de commencer, une fois pour toutes. C'est parti. Je suis à présent un principe de perplexité, un regard incisif, prélevant des échantillons autour du lit. Le lit, ce meuble criminel, si important dans les ramifications inattendues de cette intrigue. Pas un seul, mais nombre de lits, nombre d'intrigues. C'est peut-être la première fois que je mène une enquête autour de l'un d'eux, dans cette chambre d'hôtel que je serais incapable de m'offrir, même en additionnant 4 années de salaire. Ce lit où tout s'est passé, ou une partie de tout, où personne ne sait encore précisément ce qui a pu se passer. Des indices, rien que des indices. Voilà ce que je recherche. Des empreintes. Je suis payée pour ça. C'est ce que je répète à ma femme chaque matin. C'est ce que je raconte à mes 2 filles chaque soir, comme preuve de l'importance objective de leur papa. La petite mythologie du père de famille qui rentre à la maison après s'être acquitté de son devoir professionnel, de son rôle tout à fait remarquable dans le monde. Une maison à l'abri de toute la saloperie que je ramasse et analyse pendant la journée. Une maison à l'écart, achetée il y a des années, dans une banlieue comme il faut, en périphérie de la ville, là où cette saloperie que je récolte dans mon travail ne pourrait jamais parvenir, même avec l'aide des malfaiteurs qui commettent des crimes dont la stupidité foncière me permet de rembourser le crédit. Celui qui nous occupe aujourd'hui, c'est un gros bonnet. Pas un malfrat de peu ou une petite frappe de quartier. Un type qui fréquentait les plus hautes sphères. J'en ris. On devient forcément cynique en scrutant les empreintes inscrites sur ce lit et ses alentours, sans penser à celui qui les a laissées. Ici, on est tous les mêmes, quoique certains soient pris pire que d'autres. Ce roublard, accusé de viol et sévices, n'est qu'un cas de plus dans la banalité quotidienne. Tous les indices le confirment, y compris ceux observés sous la lentille du microscope, quand quelques heures plus tard, enfermé au labo, je faisais des heures sup. Des pressions du procureur. Il a hâte de justifier devant l'opinion publique sa décision d'incarcérer le violeur présumé. Normal. Sur ce lit que je connais comme si j'y avais passé toute ma vie, je perçois bien plus de choses que ne serait capable de voir le procureur avec sa myopie dissimulée. Bien plus que les protagonistes de la scène eux-mêmes, trop absorbés par les contraintes de leurs rôles respectifs dans cette comédie. Un lit est un lit. C'est une question de perspective, comme tout, ou presque. Le rôle du procureur est d'accuser. Le mien est de fonder cette accusation sur des preuves. Tout est bien organisé. Mais je suis le seul à avoir interrogé le lit. Moi seul détiens l'information que le lit m'a fournie, sans avoir eu besoin d'exercer trop de pression sur lui. Le procureur n'en a pas la moindre idée. Le juge non plus. L'accusé, encore moins. La victime est peut-être la seule.
vu qu'elle passe ses journées à faire des lits. C'est son triste métier. Et peut-être parfois à les défaire pour arrondir ses fins de mois, à savoir quelque chose de comparable à ce que je crois savoir maintenant. Chez moi, déjà en pyjama, debout face au grand lit matrimonial que ma femme et moi avons acheté exprès pour notre nouvelle maison, je me pose un tas de questions. Je continue de me poser bon nombre des questions qui tournaient constamment dans ma tête en examinant le lit de la chambre que je connais, elle aussi, comme si j'y avais vécu toute ma vie. Presque autant que cette chambre où j'ai fait 2 enfants à ma femme, sans le chercher spécialement. Dans ce lit que je regarde à présent comme si c'était le même, je me demande comment il peut y avoir des modes de vie si différents. Des styles de vie comme le mien et celui de ma femme, ou celui de mes voisins, tous identiques, en effet, qui semblent préserver d'autres styles de vie, comme celui de l'accusé. Nous les connaissons à travers la télé, les JT ou quelques feuilletons, mais nous ne nous sentons pas concernés. On ne va pas ensemble. Qu'est-ce qu'ils en savent ? Je suis sur le point de me coucher dans ce lit, pendant que ma femme s'attarde un peu trop dans la salle de bain contiguë. Je regarde les draps bien tirés, le couvre-lit replié, les oreillers dûment disposés, et je frémis à l'idée que ma femme, en songeant à moi et à elle, au couple parfait que nous formons, a fait ce lit avec autant d'amour que la victime, s'affairant tous les jours sur les lits de l'hôtel luxueux. Un lit est un lit. Tous les lits se ressemblent. Mais il arrive parfois, comme aujourd'hui, que dans certains d'entre eux, il se passe des choses qui m'obligent à intervenir, alors que dans d'autres, il ne s'y passe pas grand-chose. En tout cas, rien qui mérite une enquête fouillée. C'est ainsi, me dis-je, assis sur le bord du lit, tandis que je règle le réveil. Demain, je dois être plus tôt que d'habitude au labo. Les conclusions ne sont pas encore étayées. Le rapport. Je dois terminer le rapport avant l'appel du procureur à 9h pour me le réclamer. Je me couche dans le lit et attends ma femme. Quand elle arrive, j'éteins la lumière. Je m'approche de son corps dans l'obscurité. Elle est nue. Et je m'excite en imaginant les empreintes que quelqu'un d'aussi aguerri que moi pourrait trouver sur ce lit demain. Caché au milieu des draps défaits et du couvre-lit par terre. Des preuves qui, une nouvelle fois, m'incriminent. Mais qui suis-je ? Il est encore trop tôt pour le savoir. Merci. Premier chapitre de Carnaval, Juan Francisco. Oui, je peux dire un truc. C'est très marrant parce que, bon, c'est une merveilleuse lectrice. Et dans ce chapitre, je viens de me souvenir, j'ai eu la chance d'être à Paris à la fin août 2011, pendant que je faisais la promotion de Providence. Et j'ai connu plusieurs gens à Paris parce que j'étais déjà en train d'écrire ce roman, Carnaval, et le succès, les scandales de DSK venaient avec 2 mois, 3 mois. Et j'ai connu des gens qui m'ont raconté tellement d'anecdotes à propos du personnage que j'étais fou avec tellement d'informations comme ça. Tu trouvais quelqu'un, il te racontait, tu sais ça. Donc j'ai retourné de Paris à mon étude pour faire mon roman avec plus d'informations que je pensais, grâce à être à Paris en train de faire la promo d'un autre livre pendant que je finissais celui-là. Non, et dans ce chapitre en particulier, l'aspect plus matériel de la vie de ce personnage, c'est bien évident, non? On a parlé de Faust, on a parlé de George Bush, on a parlé de la finance. Est-ce que la lutte entre bien et mal est encore d'actualité aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore parler de bien et de mal? C'est une demande vraiment pour eux surtout, c'est un peu problématique parce que pour moi, j'aurais besoin d'un cours universitaire pour expliquer cette question. Si j'arriverais, parce que c'est pas clair, non?
Comme romancier, j'ai une formation nietzschéenne. Dans ce sens, je crois qu'il y a un au-delà du bien et du mal. Ce n'est pas nécessairement meilleur que ce qu'on a. Mais aussi, il faut penser que le bien et le mal sont des mythologies créées probablement il y a beaucoup de temps par des religions que peut-être n'ont pas fait trop de bien à l'humanité. Et dans ce sens, je préfère parler dans d'autres termes. Moi, je suis plus éthique que moral. Donc, le bien et le mal, pour moi, c'est mythologie. Et vous pensez que notre monde vit encore dans cette opposition? Oui. Et en plus, dans l'Amérique de Bush, comme vous savez, après le 11 septembre, l'axe du mal, c'est une métaphore qu'on a utilisée sérieusement et qui a défini toute une politique. Et le mal, c'est clair où il est pour eux, et le bien, c'est clair où c'est pour eux, non? Et on sait que le mal et le bien, quand finalement on arrive à le comprendre, c'est pas si facile à déterminer. Il y a des mauvais, ça oui. Il y a des mauvais et il y a des bons, ça oui. Il y a des gens qui sont mauvaises et des gens qui sont bonnes. Et dans ce sens, je crois plus à ça que dans des concepts plus abstraits. Obama a été élu avec l'étiquette bon, ouais. Mais il fait beaucoup de déçus aujourd'hui aux États-Unis. Oui, mais il est déçu parce que la réalité américaine, c'est très difficile à gérer. Je pense qu'Obama, je l'ai dit avant, il a besoin de peut-être 20 ans pour faire quelque chose de moyennement possible. Mais en tout cas, le système américain, il est corrompu de la base, donc c'est un simulacre. Baudrillard, il est mort il y a beaucoup de temps, mais Baudrillard, il expliquait comme peu de philosophes et sociologues le fonctionnement de la machine démocrate capitaliste. Et dans ce sens, on vit dans des démocraties qui sont bonnes pour nous parce qu'on vit bien, mais ce sont des simulations. On ne peut pas croire trop à la politique sans mettre le système en crise. C'est ça l'ironie de notre système politique. C'est ce qui se passe en Espagne. On croit trop à la politique, donc le système rentre en crise. Et le système doit, dans ce sens, commencer à lutter contre ceux qui le prennent trop au sérieux. Et c'est une ironie, je crois, parce qu'à la fin, donc, c'est une démocratie qui existe pour ainsi dire, évacuer le politique, ou vider de contenu la politique. Et quelle est, selon vous, la responsabilité des médias dans leur ensemble? Vous critiquez énormément le cinéma, et le cinéma hollywoodien en particulier, mais les médias, peut-être d'abord les médias espagnols. Oui. Oui, non, mais Providence, c'est le roman du cinéma, mais Carnaval, c'est le roman de la télévision, des journaux, de la net, de l'Internet. C'est le nouvel paysage médiatique qui n'est pas basé strictement en parlant dans des figures mythologiques au sens où le cinéma, oui, dans un sens plus informatique, informationnel, si vous voulez. On transforme la réalité dans une espèce de stéréotype cliché universel. Dans ce sens, c'est impossible pour un romancier de ne pas partir de la base de que, au fond, comme je fais avec DSK, au fond, on travaille avec des stéréotypes créés par les médias. Toujours. On ne peut pas être réaliste sans reconnaître ça. Mais ont-ils une responsabilité, selon vous, dans la détérioration de... Non, parce que ce sont la base du système. Sans les médias, les politiciens n'ont pas l'instrument pour arriver à la population. Donc les médias, c'est une espèce de caisse de résonance pour les discours simplifiés de la politique. Sinon, comment arriver à convaincre les gens? En Espagne, on vient de passer par des élections. Et comment arriver à convaincre les gens qu'ils doivent voter ça ou l'autre si on n'a pas de machines qui vous convainquent? Ceux qui croient à la politique sont mauvais et ceux qui défendent le système sont les bons. Est-ce que c'est là que les écrivains ont une place à prendre? Moi, je suis très pessimiste à propos de la littérature parce que je pense que sociologiquement, ça a peu d'influence. Je pense que la littérature, c'est vraiment l'art individualiste par excellence. C'est la rencontre de l'écrivain avec son lecteur, sa lectrice individuelle. Donc un cerveau communique avec un autre, un, mais pas avec une masse. Les médias travaillent avec les masses. C'est ça la grande différence pour moi. La littérature, elle est sélective, elle sélectionne très bien son destinataire, elle sélectionne très bien qu'un discours peut arriver à certaines personnes, mais pas à d'autres. Donc on travaille dans un sens plus, si vous voulez, minoritaire. J'ai lu dans un entretien que vous accordiez à
à la presse, à la presse française à l'occasion de la sortie de Providence. L'idée d'une littérature pure et démodée, elle doit au contraire être contaminée par l'audiovisuel, le cinéma, la télé, Internet, le jeu vidéo. C'est le seul moyen pour elle de survivre, dans un monde où elle tend à être marginale. Est-ce que ce n'est pas justement sa marginalité ou sa singularité qui pourrait la sauver ? Oui, la littérature peut se sauver, et je crois à la littérature, mais je ne crois pas à l'impact sociologique de la littérature, parce qu'il y a beaucoup de temps que la plupart des gens ne lisent pas. Ne lit pas même pas les livres qui sont conçus pour la masse. Ne lit pas même pas. Quand j'ai lu récemment que Houellebecq, il a eu un succès, il a vendu, on m'a dit, 200 000 exemplaires, c'est ridicule. 200 000 exemplaires en comparaison avec et c'est un succès. C'est probablement l'écrivain qui est plus vend en France, non, des littéraires, de ce qu'on appelle les littéraires, non, en partie, oui. Ouais. Et 200 000, c'est ridicule. En comparaison avec d'autres chiffres, non? Si on parle de chiffres, c'est pas intéressant pour moi. C'était l'idée de contamination, c'est le terme que vous employez dans cette interview, que la littérature soit contaminée par tous ces autres biais médiatiques. Oui, parce que la littérature pure, dans le sens d'une littérature qui se renferme sur elle-même, sur ses thèmes, cette vision littéraire du monde, pour moi, elle est absolument outrepassée, elle est dépassée, démodée dans un sens. La littérature, si elle veut survivre et servir pour quelque chose à son lecteur, à sa lectrice, elle doit être contaminée. Pourquoi? Parce que si tu fais une littérature qui n'a pas un rapport avec le monde contemporain, qu'est-ce que tu es en train de faire? Un discours absolument stérile. Autrement dit, avoir un pied dans le réel. Absolument. Et le réel, c'est aussi le médiatique. Et est-ce que c'est pas aussi, je reviens sur cette idée-là, mais est-ce que ce n'est pas aussi justement la littérature qui permet de s'échapper du réel? Est-ce que ou pourquoi la littérature doit avoir, selon vous, ce pied permanent dans le réel? Non, la littérature part du réel, comme me passe dans Carnaval. Quelqu'un qui connaît l'histoire d'Esca. Hier, on m'a demandé dans une radio qu'est-ce que je pensais des autres romans qu'on a écrits sur l'affaire d'Esca. Moi, j'ai dit qu'à différence du mien, aucun il a pris au sérieux la forme de la littérature, l'essence de la littérature, la force de la littérature au fond. La force de la littérature, c'est à transformer les questions, à transformer les thèmes, à transformer les personnages, à transformer la littérature en une chose absolument inédite, nouvelle, si vous voulez. Une nouvelle perception, une nouvelle vue de la réalité, une nouvelle réalité à la fin. Donc, si tu ne prends pas la littérature au sérieux, tu feras du journalisme, ou tu feras cette littérature qui est un mixte de journalisme, si vous voulez, qu'on a un peu plus de prestige, un peu plus de niveau, mais pas plus que ça. Moi, je crois que la littérature a un discours qui peut se remonter jusqu'à le plus ancien. Moi, je suis un disciple de Rabelais. J'aime beaucoup que cette ville a un rapport à Rabelais. J'ai dommage de ne pas être au centre Rabelais. Ça serait plus commode pour vous et pour moi aussi. Parce que le centre Rabelais, pour moi, ça serait le cœur de mon discours. Dans ce sens, j'ai un rapport à Rabelais. Et quand tu as un rapport à Rabelais, à Céline, à ce type d'écrivain, à Joyce même, tu sais que la littérature, c'est le discours celui qui a la plus de force, le plus de pouvoir pour convaincre et pour vaincre la réalité. La France est régulièrement agitée par des débats sur l'enseignement. L'enseignement de la littérature en est un. Parmi ces débats, entre autres, il y a aussi l'histoire qui agite beaucoup les journalistes et les hommes politiques récemment. Est-ce que l'Espagne vit également au rythme de ces débats politico-intellectuels où on se demande comment enseigner, comment favoriser l'apprentissage et créer finalement l'esprit critique en somme? Bon, il y a deux problèmes là. Un problème, par exemple, pourquoi en France on ne lit pas Rabelais. Ça, c'est une question éducative. Je ne sais pas qui a arrivé à faire que les Français ne connaissent pas Rabelais, ne le lisent pas. Donc, peu d'écrivains français se considèrent rabelaisiens. Moi, je suis un écrivain espagnol, de nationalité espagnole, mais je me sens international dans ce sens. Et je peux me dire autant de Cervantes que de Rabelais. Ce n'est pas une question pour moi de nationalité. Mais il y a peu d'écrivains français qui parlent de Rabelais, je ne sais pas pourquoi. Donc, il y a quelque chose dans l'éducation littéraire française qui n'a pas marché. Mais dans l'Espagne, évidemment, l'éducation ne marche pas non plus. C'est pire encore. Donc, on a des générations peu formées, peu informées. Et vraiment, la littérature, maintenant, elle est laissée aux médias, au grand journal, mais il n'y a pas une formation littéraire. Parce qu'on a détruit l'éducation par une question démagogique. On a fait de l'éducation une arme politique pour, si vous voulez, faire que tout le monde se sente commode dans une société où il y avait beaucoup de différences culturelles.
La consommation prend une place importante aussi bien dans Providence que dans Carnaval. Consommation au sens le plus large, on le voit, parce que vous parlez de médias, cette consommation médiatique, mais consommation d'alcool, de drogue, de plein de choses d'autres. Est-ce que notre société a besoin de tant d'expédients, selon vous, pour pouvoir exister ? Ou avoir l'impression d'exister, peut-être ? Oui, vous savez qu'il y a des drogues, on peut les appeler par son nom, il y a des drogues qui sont derrière les marchés financiers. Et c'est impossible de penser à la vitesse de l'argent, à la vitesse dans laquelle travaillent certains opérateurs financiers, sans penser à les drogues qui prennent. Donc, au contraire que nos sportifs, eux, ils se dopent. Donc, c'est un problème dans l'économie. On a les drogues, l'argent, il est drogué, il est dopé dans ce sens. Dans les sports, on veut être puritain, je ne sais pas pourquoi, et donc on ne veut pas qu'un cycliste, un footballiste prend certaines substances, et peut-être ça serait bon pour le spectacle. Mais en tout cas, c'est bon pour l'argent, donc pour le spectacle aussi. Mais le problème vraiment, c'est qu'à la fin, ce système ne marche pas. S'il n'a pas cette mythologie constante, la culture de masse, basiquement, c'est la culture de masse, la musique surtout, mais aussi la télévision, etc. Et finalement aussi la drogue. L'alcool, non, not tellement. C'est pas la drogue préférée du système. C'est une drogue littéraire, ça oui, mais c'est pas la drogue du système. La drogue du système sert pour que le système marche mieux. La démagogie est aussi une drogue pour le plus grand nombre ? La démagogie, c'est la langue de nos politiciens, je crois, non ? Uniquement des politiciens ? Ouais, des éducateurs, des sociologues, peut-être, oui, de tout qui aspire au pouvoir ou avoir le pouvoir sur les gens. Normalement, on commence par croire que l'autre est plus con que moi, et puis finalement, on devient con. C'est la différence avec les écrivains, parce que je crois que les écrivains, moi, je ne crois pas que le lecteur soit con. Au contraire, j'écris pour le lecteur intelligent. Et comment vous pouvez faire la différence ? Comme j'écris, je sélectionne. Mon écriture sélectionne son lecteur. C'est comme ça. Si tu traites les autres... Parce que beaucoup de fois, on a confondu les gens avec ça. On a dit, non, l'écrivain qui écrit à partir de l'intelligence, à partir des catégories intellectuelles, même celui-là, il est minoritaire, il est pédant, il n'aime pas les gens, c'est un sociopathe au fond, etc. C'est faux. Le sociopathe, normalement, vend des exemplaires, mais il vit dans un ranch, absolument dans un appartement, renfermé sur lui-même, mais il écrit pour des millions de gens parce qu'il écrit des idioties comme lui. C'est ça la différence. On a eu un aperçu avec le premier chapitre de Carnaval du rythme, du ton, qui peut être grave, qui peut être pensé, où chaque terme est pesé, et pourtant, pour arriver à la scène finale, qui est totalement délirante, et vous avez employé le terme à plusieurs reprises, de farce de Carnaval, c'est le titre, et donc de cette ambiance folle. Est-ce que le ton de la plaisanterie, le ton de la farce, est le plus efficace pour faire passer un message ? Oui, c'est le ton du carnaval. Si j'ai appelé à Rabelais, c'est pour ça. C'est le carnaval. Le carnaval, c'est pas seulement un style, c'est pas seulement une esthétique, c'est aussi une pensée. C'est une forme de voir la réalité, comme je disais avant, d'entendre la nature humaine, de comprendre comment on est au fond et comment l'histoire, la politique et même les rapports sexuels ou humains en général, ils sont déterminés par des pulsions, par des questions qui ne sont pas très évidentes. Mais ma première preuve sur ma pensée carnavalesque, je l'ai fait avec un thème qu'en Espagne, pas maintenant, mais il y a 20 ans, il était vraiment sangrant, c'était le terrorisme basque. Mon roman, La fête de l'âne, qu'il est aussi traduit en français, c'est un roman où après avoir vécu l'assassinat d'un maire à Malaga, où j'habite, ETA est venu, près de chez moi, tuer le maire de ma ville. Et à ce moment-là, je me dis, je dois faire quelque chose avec ça. C'est pas normal. ETA est venu me chercher, moi, indirectement. Elle a tué le maire, mais enfin, chercher le romancier. Donc, j'ai fait un roman autour du terroriste qui a tué le maire de ma ville. Et quand j'ai commencé à écrire, j'ai pas voulu faire un roman moraliste. J'ai pas voulu faire un roman
au sens que les politiciens avaient fixé comme forme de langage pour parler de terrorisme. Je voulais faire un livre absolument délirant, absolument libre dans le langage, absolument d'extrême gauche et d'extrême droite à la fois. Un livre où la littérature, à la fin, elle est le seul discours capable de parler du terrorisme. Et c'est un livre libre, dans ce sens. Et les scandales étaient grands, hein. Le terrorisme est le même partout ou pas? Est-ce que le terrorisme islamiste pourrait inspirer, par exemple, un nouvel ouvrage de votre part? Bien sûr, mais je vais terminer cette affaire, parce que le problème, c'est que ni la gauche ni la droite a su reconnaître le langage du livre. Parce que c'est un langage tellement littéraire, tellement écrit avec liberté, que ni une idéologie ni l'autre, ni celle des Basques, ni celle des anti-basques, ont su se reconnaître. Et c'est un triomphe pour un écrivain, c'est un succès pour un écrivain de trouver qu'à la fin, la langue dans celle qu'il parle ne peut pas être cooptée par un parti politique ou un mouvement idéologique, etc. Mais évidemment, le terrorisme m'intéresse beaucoup, mais m'intéressait toujours beaucoup. Dans Providence, il y a, si vous voulez, une réflexion sur le terrorisme aussi musulman et le 11 septembre. Mais le terrorisme, c'est aussi une question très délicate maintenant parce qu'on ne sait pas exactement à quoi on appelle terrorisme. Juste. Après la guerre d'Irak, moi, je ne sais pas tellement si le terrorisme, c'est l'invasion d'Irak ou le contraire. On sent d'ailleurs dans Providence ce conspirationnisme, comme tel qu'on l'a appelé, après les attentats du 11 septembre. Quel regard, vous, en tant qu'observateur, justement, vous soulignez en début d'entretien que vous étiez fin observateur de la géopolitique, comment vous observez, comment vous interprétez ce phénomène qui est d'ailleurs né aux États-Unis, des gens qui ont dit qu'il n'y a pas eu d'avion sur les tours de New York, par exemple? Oui, mais c'est une fiction, donc dans mon roman, je l'ai utilisé aussi comme fiction. C'est vraiment un matériau... la théorie conspirationniste qui disait que tout était un coup monté par les Américains. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais en tout cas, pour un romancier, il n'y a pas de différence entre le vrai et le faux à l'heure de travailler la fiction. Donc on peut prendre les hypothèses les plus délirantes sur la réalité et les transformer en matériau de roman ou de nouvelles, ce que tu veux. Et dans ma nouvelle, dans mon roman Providence, la conspiration, elle est si omniprésente que, évidemment, j'ai pas fait un filtre entre ce que je croyais comme citoyen que c'était possible, mais plutôt j'ai pris les théories les plus folles, les plus délirantes pour les emmener à la limite du possible. Et comme ça, j'ai essayé de reproduire dans le roman l'effet que l'11 septembre peut avoir dans la conscience américaine et la culture surtout américaine. Une dernière question peut-être, Juan Francisco Ferré, pour ménager un tout petit peu votre voix. Y a-t-il, selon vous, d'autres personnages aussi hauts en couleur ou aussi passionnants pour un écrivain que DSK aujourd'hui, quelque part sur Terre? Ça dépend. C'est pas facile parce que le romancier, il sait pas trop à propos de ce qu'il va écrire avant de commencer à écrire. Moi, je savais pas beaucoup à propos de DSK avant d'écrire sur lui. Donc, l'écrivain découvre vraiment les choses quand il commence à travailler dans... Mon dernier roman, par exemple, à un moment donné, c'est le nouveau roi d'Espagne qui apparaît. C'était pas prévu dans le scénario, mais il est apparu. Et même, je le fais mourir d'une façon violente. C'est pas mon désir, c'est le désir des autres personnages du roman. Donc, quand on travaille vraiment comme un romancier, on n'arrive pas jamais à savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, jusqu'au moment où on l'a fait. Donc, il y a une innocence, si vous voulez, de l'écrivain, que je crois que c'est la seule forme d'être créatif et à la fois fidèle à ce que l'esprit de la littérature a en soi depuis toujours, non ? On va peut-être finir sur ça. Vous tuez votre nouveau roi, dites-vous, beaucoup de sans aller jusqu'à la mort. C'est l'envie de beaucoup d'Espagnols aujourd'hui. Non, je pense pas. Non, et peut-être c'est pas lui, c'est un double. C'est pas clair dans le roman si c'est un double de lui ou c'est lui. Mais à la fin, c'est un désir de certains personnages du roman. Donc c'est pas ma pulsion intime parce que moi je suis pas violent, mais c'est un désir du romancier de faire. De violenter la réalité même. Ma question était un peu plus politique. Ouais, je pense que non. En Espagne, je crois, mais malheureusement, on est très commode avec... Les gens, ils sont très commodes avec la monarchie. Au fond, il faut provoquer aussi. L'Espagne, au fond, c'est une république. Seulement, il y a un roi.
Mais le reste, c'est une république. Et vous provoquez à travers vos ouvrages. Merci, Juan Francisco Ferrer. Carnaval, Providence et la fête de l'âne. Merci beaucoup.